Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un véritable plaisir pour nous de vous retrouver une fois encore sur cette tribune qui travaille à l'éducation, à la citoyenneté dans notre pays, le Bénin. Nous sommes pratiquement au début de la deuxième saison de cette émission. Il faut quand même noter qu'on a eu la chance au cours de la première saison d'accueillir sur ce plateau d'éminentes figures, en l'occurrence le docteur Gilles Balé, ancien secrétaire général de la Cour constitutionnelle du Bénin. On a reçu, entre autres, également le professeur Théodore Olo, ancien président de la Cour constitutionnelle de notre pays. On a eu également le président Ousmane Batoko, ancien président de la Cour suprême de notre pays. L'aventure se poursuit, c'est la deuxième saison. On espère pouvoir recevoir également d'autres figures éminentes de notre pays pour nous entretenir sur les questions de citoyenneté active. Bienvenue à tous. Et au tout premier numéro donc, de cette deuxième saison, nous allons pouvoir accueillir mademoiselle Exaucée Tossavi. Elle est juriste. Vous connaissez très bien cette figure-là. Elle pourra donc, à travers la chronique du citoyen, nous entretenir sur le civisme. Mademoiselle Exaucée Tossavi, bonjour. Bonjour, chers citoyens. Parlons aujourd'hui d'une valeur discrète mais essentielle, d'un pilier de notre vivre ensemble. Le civisme, cette valeur qui s'efface sans bruit. Ce n'est pas toujours la guerre qui détruit une nation. Parfois, ce sont les petites choses qui finissent par l'abîmer. Oui, une société ne s'effondre pas toujours dans le vacarme des armes, mais souvent dans le silence du manque de civisme. Ce mot, qu'on entend de moins en moins, cette valeur qu'on pratique de plus en plus rarement. Il ne fait pas de bruit, ne cherche pas la gloire, mais il bâtit les fondations de notre vivre ensemble. C'est dire bonjour à son voisin, c'est garder propre un espace commun, c'est rendre service sans attendre un merci. Ce sont de petites choses, mais qui font de nous de véritables citoyens. Pourtant, aujourd'hui, le civisme semble reculer. Il disparaît doucement, comme une flamme que le vent emporte sans qu'on s'en rende compte. On voit grandir l'indifférence, l'égoïsme, la colère, parfois même la méchanceté gratuite. Et tout cela se fait sans éclat, sans bruit, mais avec des conséquences réelles. Le désordre, la méfiance, le manque du respect. Mais pourquoi ce recul? Peut-être parce que nous avons confondu la liberté et la désinvolture. Parce que nous croyons qu'être libre, c'est faire ce qu'on veut, quand on veut, sans se soucier de l'autre. Or, la liberté véritable, c'est celle qui se conjugue avec le respect. Ce n'est pas de faire ce qu'on veut, mais de faire ce qui est juste pour nous et pour les autres. Le civisme, ce n'est pas une leçon à apprendre, c'est une habitude à vivre. C'est un signe de maturité, de responsabilité et de conscience. Il ne demande pas d'être riche ou puissant, seulement d'avoir du cœur, de la discipline et le sens du bien commun. Quand un citoyen respecte la loi, quand il protège un bien public, quand il pense à l'autre avant d'agir, il ne fait pas qu'un petit geste. Il accomplit un acte de grandeur. Parce que le civisme, c'est la noblesse du quotidien. C'est le patriotisme silencieux, celui qu'on exprime sans drapeau, ni discours, mais par des gestes simples et constants. Et si nous décidons de raviver cette valeur, de ne pas attendre que les autres commencent, mais de donner nous-mêmes l'exemple. Si nous choisissons de redevenir des citoyens responsables, fiers, pas par contrainte, mais par conviction. Car le civisme, au fond, c'est un miroir. Il reflète ce que nous sommes, ce que nous acceptons et ce que nous transmettons. Si nous voulons un pays meilleur, plus juste, plus humain, il faut commencer par regarder en face ce miroir et se demander si notre reflet est celui d'un citoyen véritable. Alors, jeune citoyen, que fais-tu chaque jour pour que le civisme ne s'efface pas sans bruit? Je vous remercie.
C'est nous qui vous remercions, mademoiselle Exaucée Tossavi, pour cette belle chronique du citoyen. Je retiens essentiellement que le civisme, c'est bien sûr le patriotisme silencieux. Le civisme, c'est bien sûr un miroir à partir duquel chaque citoyen peut redécouvrir la force de son identité. À la suite donc de cette chronique, nous allons pouvoir suivre à présent la leçon de civisme qui nous dit non au favoritisme. Leçon de civisme, non au favoritisme. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, aujourd'hui, nous parlerons d'un thème fondamental, le favoritisme. Ce phénomène insidieux, souvent sous-estimé, gangrène nos institutions et mine les bases de notre société. En tant que citoyens responsables, il est de notre devoir de dire non au favoritisme et de promouvoir l'égalité des chances pour tous. Le favoritisme, qu'il soit manifeste ou subtil, consiste à accorder des privilèges à certaines personnes, souvent en raison de liens personnels, d'appartenance politique ou d'intérêts particuliers. Cette pratique nuit gravement à la méritocratie qui devrait être le socle de notre vie en société. En favorisant certains au détriment d'autres, nous créons un climat de méfiance et d'injustice où l'égalité et l'équité sont reléguées au second plan. Il est crucial de comprendre que le favoritisme ne touche pas uniquement le secteur public. Dans le monde de l'entreprise, par exemple, il peut entraîner une démotivation des employés, une baisse de productivité et une dégradation des relations interpersonnelles. Lorsque les compétences et le travail acharné ne sont pas reconnus à leur juste valeur, les meilleures ressources humaines finissent par se détourner de l'organisation, ce qui peut s'avérer catastrophique sur le long terme. Pour lutter contre ce fléau, nous devons d'abord sensibiliser notre entourage. Éduquer nos concitoyens sur les dangers du favoritisme est également essentiel. Cela passe par des discussions ouvertes, des ateliers et des campagnes de sensibilisation. En évoquant les conséquences néfastes de cette pratique, nous pouvons encourager un changement de mentalité et promouvoir une culture de l'équité. Ensuite, il est impératif que nos institutions adoptent des politiques claires et transparentes. La mise en place de mécanismes de contrôle et de reddition de comptes est essentielle pour garantir que les décisions soient prises sur des critères objectifs. Cela permettra de restaurer la confiance du public envers les autorités et d'assurer une gestion juste et équitable des ressources. Enfin, chacun de nous a un rôle à jouer. En tant que citoyens, nous devons nous engager activement dans la vie de notre communauté. Cela signifie dénoncer le favoritisme lorsque nous en sommes témoins, mais aussi promouvoir des pratiques justes et transparentes dans nos interactions quotidiennes. Disons ensemble non au favoritisme. Engageons-nous pour l'égalité, la justice et la transparence. C'est ainsi que nous bâtirons un avenir meilleur pour notre pays et pour les générations à venir. Merci pour l'attention. Éduquer l'enfant, citoyen de demain, c'est la thématique autour de laquelle nous allons pouvoir nous entretenir au titre du débat du jour. Et je reçois pour vous dans ce studio Maître Nadine Dossou-Saponou. Maître, bonjour. Bonjour, Monsieur Zogo. Vous êtes avocat au barreau du Bénin. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Merci. On va commencer donc tout de suite. Dites-nous, quelle est la place essentielle de l'éducation dans la construction du citoyen de demain? Alors, je vous remercie pour la question. Je dirais que l'éducation, en fait, en forgeant l'esprit critique
et la responsabilité individuelle, l'éducation prépare les citoyens de demain à relever les défis contemporains, qu'ils soient écologiques, économiques ou sociaux. L'éducation représente un droit fondamental qui dépasse la simple acquisition de connaissances. Elle constitue un pilier du développement. Elle permet et favorise la réduction des inégalités, l'amélioration des conditions de vie. En agissant comme levier de transformation, elle favorise non seulement le développement individuel, mais également le progrès collectif. Très souvent, on minimise l'éducation. Or, l'éducation, c'est ça la nation de demain. Aujourd'hui, il faut regarder l'éducation sur plusieurs angles. L'éducation dans un monde en mutation, c'est-à-dire le monde du 21e siècle. Les avancées technologiques transforment les méthodes d'apprentissage dans les écoles et l'enseignement doit suivre les avancées technologiques. Il faut également faire une adaptation aux nouveaux enjeux sociétaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut intégrer dans les écoles le droit numérique. Il faut que le cursus universitaire intègre le droit numérique. L'éducation est un pilier fondamental du développement personnel et social. Et elle permet d'acquérir des compétences indispensables, non seulement à l'épanouissement personnel, mais à l'épanouissement professionnel. Et je donnerai juste un petit exemple. Quand on parle d'éducation sur les filles, lorsqu'on met une fille à l'école, ça lui permet d'être autonome. Ça lui permet de pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants sans forcément attendre quelqu'un. Ça lui permet d'acheter ce dont elle a besoin. Donc, l'éducation est une valeur essentielle, tant pour le monde et tant pour la nation entière. Alors, maître, dites-nous, comment est-ce qu'aujourd'hui, l'éducation peut pouvoir aider à sensibiliser les jeunes ou même les enfants dès le plus jeune âge à mieux découvrir leurs droits et également leurs devoirs? Alors, pour répondre à cette question, il faut d'abord une éducation de qualité. Une éducation de qualité se base donc sur 3 fondamentaux. Le premier fondamental, c'est de permettre de réduire les inégalités au niveau de l'éducation. C'est d'améliorer la cohésion sociale et ensuite de stimuler l'innovation. De plus en plus de jeunes dans des environnements inclusifs sont mieux équipés pour comprendre et respecter la diversité. Mais il faut ajouter la sensibilisation. Pourquoi la sensibilisation est essentielle pour l'avenir des enfants? Dans un monde en constante évolution, où les défis sociaux sont de plus en plus pressants, la sensibilisation à l'éducation devient une thématique incontournable. En 2023, l'UNESCO a estimé que 258 enfants n'ont pas eu accès à l'éducation. 258 millions 258 millions, excusez-moi, d'enfants n'ont pas eu accès à l'éducation. L'éducation n'est pas un droit fondamental, c'est la clé pour former des citoyens responsables et engagés pour le futur. Ensuite, éduquer les jeunes générations, c'est leur donner la chance de s'épanouir dans un monde aujourd'hui qui est très, très complexe. Il faut mettre au niveau des enfants les bénéfices d'une éducation de qualité. Ça veut dire quoi? Investir dans l'éducation des enfants, c'est investir pour l'avenir d'une nation. Une éducation de qualité, comme je l'avais dit tantôt, réduit les inégalités, améliore la cohésion sociale et stimule l'innovation. En intégrant dans l'éducation la sensibilisation sur la protection de l'environnement, les droits humains, nous préparons nos enfants à des citoyens qui soient conscients et responsables. Mais au-delà, il faut tenir compte de ce qu'on appelle le modèle inclusif. Pourquoi un modèle inclusif? Un modèle inclusif parce qu'il y a de plus en plus d'écarts
entre les pauvres et les riches. Il faut réduire cela et promouvoir des politiques éducatives qui garantissent à chaque enfant un accès à un enseignement de qualité. Il faut ensuite éveiller les consciences, c'est-à-dire qu'il faut sensibiliser efficacement les jeunes à l'éducation, à des stratégies innovantes et engageantes qui doivent être mises en place. Il est impératif aujourd'hui d'initier les jeunes à des défis dès leur enfance, afin de bâtir un avenir où ils sont non seulement des apprenants, mais aussi des acteurs de changement dans leur communauté et au-delà. Maître, on a le 20 novembre qui est la journée mondiale de l'enfance. Comment est-ce que cette journée-là peut pouvoir aider, que ce soit les parents, que ce soit les gouvernants, à mettre en valeur l'importance de pouvoir protéger les droits de ces enfants à travers le monde entier? Alors, célébrant l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant, la Journée mondiale de l'enfant, pour reprendre les thèmes de l'UNICEF, c'est une journée mondiale d'action pour les enfants, par les enfants, à travers laquelle chaque enfant peut s'exprimer librement. Chaque enfant peut se manifester à travers les différentes activités que le monde entier fera lors de la journée du 20 novembre. Il faut préciser que c'est la 36e année. La journée mondiale de l'enfant, nous sommes en 2025 à la 36e, édition. Donc c'est important d'écouter les enfants, de défendre leurs droits. Et les enfants sont des humains. Et très souvent, nous l'oublions, nous avons tendance à l'oublier, surtout dans nos pays africains, où nous ne considérons pas que l'enfant est un droit à part entière et qu'il a le droit de manifester sa volonté d'avoir une orientation propre, ne serait-ce que dans son circuit éducatif. Donc l'enfant a la possibilité de s'exprimer. Moi, oui, je pense. Je donne un exemple. Un enfant qu'on met à l'école, on va prendre l'âge 15-16 ans, qui estime que le système général ne lui convient pas, qu'il aimerait être maçon, couturier ou coiffeur. Mais voilà que son père est avocat, sa mère est pharmacien, ou son père est professeur agrégé et la mère aussi, qui vont estimer, en tenant compte du regard des autres, qui ne peuvent pas faire des enfants, qui vont avoir des métiers moins que le niveau intellectuel qu'ils ont. Mais le cursus intellectuel n'est pas génétique. De la même manière, un coiffeur peut avoir un enfant qui va dire « moi, je veux être avocat ». Le coiffeur va estimer « moi, je n'ai pas les moyens, je t'oblige à être coiffeur ». Donc, la liberté d'expression des enfants, c'est à la journée mondiale de l'enfant qu'il faut développer, qu'il faut qu'il y ait des sensibilisations, qu'il y ait des activités des ONG, des associations, du gouvernement, pour faire comprendre à chaque parent que l'enfant est un droit à part entière. Tel que vous l'évoquez, j'ai tout de suite envie de vous poser la question de savoir quelles sont, à votre avis, les principales problématiques auxquelles les enfants sont confrontés en matière d'éducation et surtout de protection au niveau de nos États africains. Alors, aujourd'hui, cette question est vraiment une question qui interpelle. Pourquoi? Nous avons les technologies qui sont omniprésentes. Nous avons les exigences académiques et nous avons la question du bien-être émotionnel de l'enfant. Ensuite, nous avons le travail des parents. Comment concilier le tout pour que l'enfant puisse être bien en matière d'éducation et de protection? Je préconiserai la gestion du temps. La gestion du temps dans l'éducation des enfants. Ça veut dire quoi? Très souvent, les parents créent un environnement qui est stressant et désorganisé pour l'enfant. On ne s'interroge pas sur son bien-être émotionnel.
Donc, il faut commencer d'abord par voir dans l'emploi du temps d'un enfant dans une journée, entre l'école, les maîtres d'études et le temps de jouer, comment on organise ça pour que l'enfant ait un bien-être. L'impact du travail des parents sur les enfants. Aujourd'hui, les mères et les pères, contrairement à nos grands-mères ou nos arrière-grands-mères, les femmes travaillent. Donc l'éducation qui était basée sur les épaules des femmes retombe aujourd'hui quelque part, on va dire, sur le personnel de maison. Parce que les deux parents partent tôt, les deux parents rentrent tard. Il faudrait donc que les parents trouvent, ne serait-ce que dans leur emploi du temps, un espace pour communiquer avec leurs enfants, pour discuter avec les enfants, pour jouer, faire des jeux de société avec les enfants. Ah, mais maître, est-ce que c'est possible aujourd'hui? C'est possible. Je pense qu'il faut se donner les moyens de le faire et se dire, si je passe le week-end, ce week-end doit être complètement à disposition. Moi, je donne un exemple. Quand moi, mon enfant était jeune, je travaillais beaucoup et je le voyais très peu. Mais lorsque les vacances arrivaient et que je partais en vacances avec lui, en fait, j'oubliais le travail. Et je ne travaillais que quand il dort parce que je voulais que cet instant soit un instant de qualité qu'il garde en mémoire. Et je le trimballais à tous les congrès des avocats quand il était tout petit. Il était le seul jeune, je dirais, il avait 6, 7, 8, 9 ans, dans des avocats adultes, enfin, à tous les congrès. Ça lui permettait de voir non seulement le monde, mais de profiter de ses parents. Parce qu'on partait en famille avec son père, et donc c'était important. Donc il faut ramener le temps de communication dans l'éducation. Ensuite, autre chose que j'ai observé, mais particulièrement au Bénin, les maîtres d'études, maîtres de maths, maîtres de musique, maîtres de physique, maîtres de... En fait, un enfant, quand il quitte l'école, il a des maîtres et des maîtres et des maîtres dans toutes les matières. Mais il ne peut pas être opérationnel. Mais c'est la recherche permanente de l'excellence qui pousse peut-être les parents à cette démarche. On n'a pas besoin de ça. Parce que quand moi je prends les pays européens, ou même je prends les enfants qui sont à l'école Montaigne, ils n'ont pas de maître, de maître, de maître. Et pourtant, ils excellent. Donc, on n'a pas besoin. L'enfant doit apprendre à travailler seul, à comprendre. C'est ça qui développe son esprit critique. C'est lorsqu'il coince, qu'il bloque, que exceptionnellement, on peut lui apporter une aide. Mais on ne s'attend même pas à ce que l'enfant échoue. On commence dès la maternelle à déjà lui mettre des maîtres. Donc, il faut concilier le temps de l'enfant et accepter que l'enfant a le droit de jouer, a le droit de ne pas être collé à ses cahiers. Ça ne fera pas de lui un mauvais élève. Non, je ne crois pas. Donc, il faut permettre aux enfants de pouvoir avoir le temps nécessaire de jouer. Oui, de laisser son esprit, je dirais, s'évaporer. Maintenant, il faut tenir compte aussi des nouvelles technologies. On a aujourd'hui des tablettes, on a WhatsApp, Instagram, TikTok. Il faut limiter le temps des enfants, mais en même temps, il ne faut pas les en empêcher. Parce que ça contribue à leur développement et ça contribue à une communication entre les parents aussi. Puisque la technologie aujourd'hui permet aux enfants d'apprendre, permet aux enfants d'évoluer, de réfléchir mieux que nous, on le faisait à notre époque et mieux que nos arrière-grands-parents le faisaient à leur époque. Mais en même temps, ça reste des outils dangereux qu'il faut limiter dans le temps. Savoir que l'enfant a une demi-heure, 1 heure maximum quand il revient de l'école et ensuite limiter le reste. Vous êtes avocat au barreau du Bénin, je l'ai dit en début d'émission. Tout à l'heure, même en prenant la parole, vous êtes revenu sur l'exemple de votre enfant qui était tout petit à l'époque. Quand on parle d'enfants, c'est parfois aussi des situations désagréables. Et quand je parle de situations désagréables, je fais référence par exemple aux abus, à la négligence. En tant qu'avocat, comment est-ce que vous parvenez à pouvoir défendre le droit des enfants en pareilles circonstances? Alors, les avocats, donc je dirais les avocats et les enfants. Exactement. Les avocats sont les parents des enfants et les protecteurs des tout-petits. Parce que le rôle de l'avocat, c'est quoi? Le rôle de l'avocat, quand on prend l'enfant seul, un enfant qui est victime d'abus sexuels, par exemple, l'avocat est là d'abord pour lui parler, pour l'apaiser. Parce que face à une juridiction, quand on ramène, supposons que le géniteur est l'auteur de l'infraction, c'est difficile pour l'enfant devant une justice, devant le juge des mineurs, de s'exprimer. Donc l'avocat l'apaise d'abord. Et ensuite, l'avocat défend ses droits.
Et l'avocat ne doit pas se dire, parce que c'est un parent, c'est un cousin, c'est son père, c'est sa mère, qu'on ne doit pas défendre les droits de l'enfant. Il y a beaucoup d'abus. D'abord, l'abus, je parlerai, donc on a parlé des droits, l'abus sexuel, mais il n'y a pas que ça. Le droit au logement, il y a des enfants qui sont dans la rue. L'avocat peut combattre pour qu'un enfant ait un droit au logement. Le droit à la santé, l'avocat peut militer et même assigner les parents devant les juridictions pour que l'enfant ait un droit à la santé. Le droit à l'éducation, ce pourquoi il y a la journée mondiale de l'enfant aussi. Mais au-delà, un enfant qui a l'esprit de discernement, comme on dit à partir de 13 ans, peut téléphoner, trouver le contact d'un avocat et porter à ses connaissances des infractions ou des abus dont il est victime. Et l'avocat a l'obligation de le protéger, de le suivre et d'engager des procédures. Par exemple, l'Association des femmes avocates, notre rôle est justement de défendre les enfants, non seulement en conflit avec la loi, mais aussi victimes d'abus sexuels ou de violences basées sur le genre ou en raison du sexe, comme on le dit. Et très souvent, quand nous sommes confrontés, nous, avocates, à des enfants en conflit avec la loi, soit c'est des enfants qui ont eux-mêmes commis des infractions d'abus sexuels, soit c'est des enfants qui ont commis des vols, soit c'est des enfants qui ont commis des meurtres, mais qui sont jeunes. Et donc, nous avons le devoir non seulement de les défendre devant les juridictions, mais de trouver des solutions palliatives, de proposer aux juridictions des solutions palliatives, parce que la prison n'est pas forcément l'endroit pour mettre un enfant mineur, surtout s'il a moins de 13 ans. Donc, l'avocat, pour moi, est le père, est la mère des enfants. Et donc, c'est vraiment important le rôle d'un avocat. Mais je ne vous colle pas, maître. Mais c'est vrai, l'avocat, c'est le père, c'est la mère de l'enfant. Mais généralement, on parle du droit à l'éducation. Vous êtes revenu tout à l'heure sur le droit à l'habitat. On l'évoque très peu. Les avocats ont une maison aujourd'hui. Et les enfants, alors? Ça, c'est une question que j'ai eu à poser il y a 2 jours d'ailleurs. Il y a 2 jours au chef de l'État, en lui demandant le droit au logement des enfants. Et il a souri et il a répondu, c'est en cours. Et je dirais, c'est important le droit au logement des enfants. Vous parlez du président Patrice Talon? Oui, je parle du président Patrice Talon. Le droit à l'habitat est vraiment important et je pense que ça fait partie d'un des points qui va être mis en œuvre par le gouvernement. Je ne fais pas de politique, je ne suis pas politique, je suis pour le droit des enfants et pour moi c'est important. Et je donne un exemple tout simple, quand nous recevons parfois des mères qui arrivent à la permanence de l'Association des femmes avocates, il y en a qui disent « Maître, je veux que vous fassiez une procédure pour que mon ex paye le loyer. Parce que je n'ai pas les moyens de payer le loyer et de mettre mes enfants. » Je lui ai répondu, le droit impose une pension alimentaire, mais le droit n'impose pas un droit au logement pour les enfants. Donc, c'est un droit qu'il faut inclure, moi, à mon avis, dans le code de l'enfant, mais donc, aussi dans le code des personnes et de la famille. Que ça doit être encore une nouvelle bataille juridique qui doit se faire? C'est vraiment important, cette bataille-là. Il faut que la législation inclue ça de manière non équivoque. Parce que quand vous avez vécu 20 ans, 30 ans avec un homme, et que pour des raisons Y, vous vous séparez, que vous avez investi, je dirais ce qu'on appelle le naturel, c'est-à-dire votre capacité naturelle, mais que vous n'avez pas travaillé, vous restez dehors. Si on vous donne une pension alimentaire de 100 000 francs, 200 000 francs, vous ne payez pas un loyer avec ça. Donc, il faut inclure effectivement dans le droit positif le droit au logement obligatoire lorsque la femme n'a pas de revenus et qu'on mette à la charge des hommes. Maître, on va évoluer au cours de cette émission. Dites-nous également en quoi, par exemple, l'accès à une éducation inclusive, l'accès à une éducation équitable
peut constituer un levier pour bâtir une société plus juste. C'est vrai que vous avez évoqué quelques idées en début d'émission. Est-ce que vous pouvez essayer de l'approfondir davantage? Alors, en quoi un accès à une éducation inclusive et équitable est-il un levier pour bâtir une société plus juste? On met l'accent sur l'essentiel pour les enfants. L'inclusivité émerge comme un principe fondamental pour bâtir une société plus équitable. Il faut un défi pour intégrer tous les élèves, quelles que soient leurs difficultés. En parlant de quelles que soient leurs difficultés, je parlerai des enfants handicapés qui ne peuvent pas monter des escaliers. Or, quand on constate la plupart de nos écoles, il y a des escaliers, il n'y a pas de rampe. Donc, peut-on vraiment dire qu'il y a une éducation inclusive? Ça voudrait dire que les architectes, en voulant élaborer les plans de construction de nos écoles, doivent pouvoir intégrer les rampes. Tout à fait. Il faut incorporer des rampes ou des ascenseurs. Okay. Ou des monte-charges. À défaut de rampes ou d'ascenseurs, il y a des monte-charges pour handicapés. C'est ça. Ensuite, au niveau même de l'éducation, il faudrait réfléchir à mettre en place, pour que ce soit inclusive, des unités localisées pour l'inclusion sociale. Ça veut dire quoi? Dans les pays européens, on appelle ça des ULIS. Elles proposent un accompagnement personnalisé pour les élèves présentant des troubles des apprentissages. Il faut mettre en place ce qu'on appelle des AVS. Les AVS, je prends l'exemple de l'école Montaigne, lorsqu'un enfant a un trouble, l'éducation nationale a mis en place une assistance éducative qui reste à côté de l'enfant pendant que l'enseignant fait le cours pour expliquer à l'enfant tout ce qui se passe pour que l'enfant ne soit pas exclu de l'éducation. Est-ce que ce n'est pas trop de charge pour l'État? Non, parce qu'il faudrait la moitié à la charge de l'État, moitié à la charge des parents. Parce que à l'école Montaigne, parce que j'ai été 10 ans président de l'association des parents d'élèves à l'école Montaigne, en fait, les parents prenaient en charge un bout et le gouvernement prend en charge l'autre bout. Ce qui facilite le budget de chaque partie. Est-ce qu'il y a à cette suite-là donc des obligations légales, je vais dire, en ce qui concerne les États pour pouvoir garantir davantage le bien-être et l'épanouissement des enfants? Alors, quand on prend le Code de l'enfant met à la charge de l'État le bien-être et l'épanouissement des enfants. Et l'État béninois a ratifié la Convention relative aux droits des enfants. Donc, moi, je dirais à cette question, je dirais oui. Oui, le bien-être des enfants est à la charge de l'État. Il est vrai que les parents ont leur part de responsabilité dans l'équilibre et dans l'éducation et dans le bien-être de leurs enfants, mais l'État aussi doit favoriser dans les écoles le bien-être de l'enfant. Moi, quand je sillonne, quel que soit l'arrondissement, le quartier, je m'interroge souvent sur l'état même des écoles. Et récemment, quand les enfants ont passé le brevet, je crois, ou le bac, en tout cas un des examens obligatoires, il a plu ce jour. Et dans un arrondissement, l'eau est montée jusqu'au niveau des escaliers et les enfants composaient dans l'eau. Et il y avait certains enfants qui étaient frileux au froid, qui en fait ont composé en grelottant. Donc pour moi, quand je vois les écoles du Bénin, il y a matière, il faut faire des rénovations. Quand on voit les sanitaires au niveau des écoles, il y a matière à rénover. Il est vrai que c'est une question de budget, mais il faut que l'État mette ça comme un budget prioritaire dans tous les travaux qui sont faits au niveau du Bénin. Éduquer l'enfant citoyen de demain, ça nous ramène à pouvoir promouvoir d'une manière ou d'une autre les droits de l'enfant. Quand on s'intéresse un peu aux parents, aux enseignants et même à la société civile à travers les organisations non gouvernementales, quel est le message important qu'on peut leur adresser aujourd'hui pour permettre aux enfants de se sentir soutenus par leur pays? Je dirais la communication. Et il y a quand même une belle œuvre qui a été mise en place par
je ne sais plus dans quelle région c'est, pas des jeunes qui étaient, j'ai vu ça à la télévision, qui étaient allés à la présidence et qui représentaient une communauté de jeunes élèves pour venir dire leur ressenti, ce qu'ils souhaitent au chef de l'État. Et j'ai trouvé que cette initiative était très belle parce que aujourd'hui, il y a aussi les jeunes enfants mères, sauf erreur de ma part. C'est bien ça. Voilà, il y a une association des jeunes enfants mères qui milite déjà pour que les jeunes enfants comprennent ce qu'on appelle la citoyenneté. C'est ça. Parce que sans la citoyenneté, le développement de l'enfant, tout ce qu'on fait, il n'y aura que des vains mots. Donc, il faudrait continuer dans chaque école à mettre en place des scouts, des jeunes enfants, c'est-à-dire que mobiliser pour que les enfants puissent voter leurs délégués comme ils ont toujours fait, mais de manière à porter aux autorités toutes les doléances, comme par exemple ce que je viens de soulever par rapport à ce qu'il y a dans les écoles qui sont mouillées, les terrains de foot qui sont mouillés par la pluie parce que pas adéquats. Donc, si on a des enfants qui ont une conscience de la citoyenneté, eh bien, ils auront le courage de dire ce qui ne va pas dans leurs écoles et faire des propositions pour améliorer leurs conditions au niveau des écoles. Oui, vous parlez d'amélioration de conditions, mais qu'est-ce que vous faites en tant qu'avocat pour faciliter le vote de loi en vue de pouvoir protéger ces enfants-là? Est-ce à dire que vous attendez qu'il y ait infraction et plus tard vous vous rendez disponible pour dire nous sommes là pour protéger les enfants? Ou est-ce que vous vous retrouvez déjà dans la chaîne aujourd'hui pour permettre aux députés à l'Assemblée nationale, pourquoi pas, de prendre des tests et lois en vue de protéger davantage l'enfant? Alors, je dirais encore, en fait, sur ce point, il n'y a pas encore d'activité. Et je reconnais qu'en fait, quand vous m'avez invité à l'émission et que j'ai lu cette question, je me suis dit, mais tiens, c'est vrai. Les avocats arrivent toujours en amont. Quand tout est déjà fait, l'infraction est déjà constituée. Et en fait, on devrait faire des rapports à l'Assemblée parce que quand je prends l'Association des femmes avocates, nous sommes créés depuis 2013. De 2013 à ce jour, donc nous avons bientôt 12 ans d'existence, nous n'avons jamais pensé à faire un rapport de tout ce qu'on voit par rapport à l'éducation, par rapport aux droits des enfants à l'Assemblée nationale. Et je pense que je vais en parler à la nouvelle présidente pour qu'on puisse effectivement attirer l'attention des autorités sur ce que nous rencontrons, les difficultés que nous rencontrons. À une époque, avant, l'association, pendant les fêtes de fin d'année, ramenait des cahiers, des jouets, des vivres aux enfants en conflit avec la loi, donc qui sont à la prison civile. Souvent, on faisait Calavi, Paracou, Abomey-Calavi et Porte-Nouveau. Mais depuis la Covid, en fait, aucune association ne peut plus entrer dans la prison. Donc, on n'a plus accès pour faire ces activités-là. Et oui, effectivement, je pense qu'on va écrire aux autorités pour attirer leur attention sur les faiblesses du système éducatif. Alors, si on se retrouve dans un environnement éducatif qui ne respecte pas le droit des enfants, par exemple, quelles sont les conséquences, surtout à long terme? Alors, il faut savoir que une éducation qui n'est pas bien faite, quand un enfant, je vais parler de tous les enfants, et particulièrement tous les enfants du Bénin, où l'éducation n'est pas bien faite, on développe la criminalité. Parce que l'éducation permet d'avoir un travail. L'éducation permet de gagner sa vie. L'éducation permet d'être autonome. Mais lorsqu'on n'a pas accès, pour des raisons XY, à l'éducation, que se passe-t-il? L'oisivité. Et l'oisivité, ça amène à la criminalité. Et la criminalité amène à avoir des enfants en prison. Et des parents qui ont beaucoup d'enfants, pour des raisons, parce qu'ils n'ont pas accès au planning familial et qui n'arrivent pas à payer les frais d'écolage de leurs enfants, et bien très souvent, ces enfants sont à la rue. Donc, il faut absolument avoir la maîtrise, non seulement du planning familial, sensibiliser les parents à comprendre que avoir des enfants, c'est avoir des devoirs et des obligations et les mettre à l'école, et donc amener une réduction de la naissance pour pouvoir faciliter une meilleure éducation. Et je dirais toujours, il faut que l'école soit gratuite jusqu'à l'âge de 16 ans. Je ne saurais dire la législation sur ce point aujourd'hui, mais je sais que dans les pays développés comme la France, l'éducation est gratuite jusqu'à 16 ans
Et après 16 ans, les parents font ce qu'ils veulent, mais c'est une obligation pour chaque enfant d'aller à l'école jusqu'à 16 ans parce qu'on met l'accent sur le fait que chaque enfant doit savoir lire, doit savoir comprendre, doit pouvoir avoir un esprit critique. Vous aviez fait référence tout à l'heure, maître, à une démarche menée par des enfants envers le président de la République au palais de la Marina pour porter leur voix. Comment est-ce qu'on peut les motiver à pouvoir se retrouver de plus en plus à prendre des décisions qui les concernent? Je dirais que ça, d'abord, ce sont les parents qui, à la maison, doivent inviter les enfants à regarder le journal de 20 heures, par exemple. Parce qu'au journal de 20 heures, il y a quand même toute l'information sur la nation. Ensuite, à l'école. À l'école, les éducateurs, les enseignants, les formateurs, les instituteurs doivent pouvoir aider l'enfant à mettre des mots sur ce qu'il souhaite. Non pas à réprimer les mots que l'enseignant, l'éducateur ou le formateur n'a pas envie d'entendre. Parce que chaque enfant a sa personnalité propre. Chaque enfant a sa manière d'exprimer ce qu'il ressent. Il y a des enfants qui sont plus sensibles, il y a d'autres non. Donc, il faut absolument qu'on apprenne aux enfants à mettre les mots sur les mots. C'est assez fort ce que vous dites. Aujourd'hui, on a des enfants qui se retrouvent sur des chantiers. Et pourtant, c'est peut-être des chantiers de haut cadre de la République. Et donc, sur ces chantiers-là, ces enfants sont exploités. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui prendre des initiatives de manière concrète pour empêcher ce genre d'activité ou bien ce genre d'action? Je dirais que j'aime bien votre timidité de dire on voit les enfants peut-être sur des chantiers. Non, les enfants sont sur tous les chantiers. Il faut le dire de manière non équivoque parce qu'il faut abolir ça. Alors, pour lutter contre le travail des enfants sur le chantier, les pistes que moi je peux proposer, c'est d'abord, il faut investir dans l'éducation, il faut réduire la pauvreté, il faut renforcer les législations et punir, sévir, sans se dire c'est un ministre, c'est un avocat, c'est un médecin. Non, c'est mon copain, c'est ma copine. Non, il faut sévir. Ensuite, il faut sensibiliser les communautés parce que ce sont les enfants qui envoient leurs enfants, les parents qui envoient leurs enfants sur les chantiers. Il faut changer les mentalités. Les mentalités, c'est-à-dire qu'il faut que les parents acceptent que leurs enfants aillent à l'école et refusent que les enfants soient dans les chantiers. Ou alors que les enfants aillent à l'apprentissage. Quand on aura fait ça, je crois qu'on aura diminué. Et il faut vraiment, je réitère, je répète, il faut sévir et peu importe le chantier de qui c'est. Maître, il y a des avocats pratiquement dans tous les quartiers aujourd'hui au Bénin. Tout à fait. Et pourtant, ces chantiers se retrouvent dans nos quartiers. Qu'est-ce que les avocats font concrètement dès qu'ils constatent ce genre d'actes répréhensibles? Qu'est-ce qu'ils font pour saisir, par exemple, l'autorité compétente pour que ces enfants-là puissent bénéficier effectivement de leurs droits? Alors, je ne sais pas ce que font les autres avocats, mais moi, c'est un principe. Même si ce n'est pas dans mon quartier, quand je vais quelque part, que je vois un enfant sur un chantier, surtout en plus quand c'est une fille, je commence d'abord par demander son âge. J'interpelle le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre en fonction de celui qui est là pour comprendre pourquoi cet enfant est sur le chantier. Et il m'arrive de les menacer, de les amener au commissariat et je dis je vais revenir le lendemain pour vérifier. Et parfois, il y en a qui ont peur, effectivement, quand vous revenez, est-ce qu'ils se disent, bon, il va peut-être revenir à cette heure-ci, l'enfant n'est plus sur le chantier. Mais il faut inviter toute la population, tous ceux qui construisent. Quand vous avez un enfant sur votre chantier, imaginez que c'est votre propre enfant. Je pense que si on réfléchit comme ça, eh bien, quand on va ramener des enfants mineurs sur nos chantiers, tout le monde refusera et les patrons trouveront plutôt des adultes parce qu'il y a des adultes qui sont au chômage. Mais est-ce qu'il y a la possibilité aujourd'hui de prendre des tests de loi pour punir, par exemple, ces propriétaires de chantier? Quand vous êtes peut-être le propriétaire, vous constatez que sur votre chantier, c'est des enfants et que vous n'interdisez pas aux ouvriers d'exploiter ces enfants-là,
la loi pourrait vous punir. Est-ce que c'est possible d'aller vers une telle démarche aujourd'hui dans notre pays? Alors, la loi punit le travail des enfants sur les chantiers, quel que soit le type de travail. Mais par contre, la loi ne punit pas encore le responsable du chantier. C'est souvent le maître d'œuvre ou l'ouvrage. Mais celui qui a commandé le chantier, la loi ne le punit pas. Et effectivement, il faudrait intégrer ça dans la loi de manière à ce que le maître, je crois que c'est le maître d'ouvrage, oui, soit responsable de tous les ouvriers qui sont sur le chantier. Parce que souvent, le maître d'ouvrage délègue à d'autres intervenants, et ce sont les intervenants qui prennent les ouvriers pour venir sur le chantier. Et très souvent, quand il annonce son arrivée, parfois on enlève des chantiers les jeunes enfants. Donc, ils ne les voient pas forcément. Mais il faudrait mettre en place un système législatif qui punit toute la chaîne des travaux, et notamment dans le bâtiment. Au niveau international, des efforts se font pour donc permettre la préservation des droits des enfants. Aujourd'hui, en quoi cette solidarité sur le plan international peut jouer un rôle crucial donc, dans la défense des droits de ces enfants de manière simple? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est souvent les associations, les ONG et les commissions nationales des droits de l'homme qui se mettent vraiment ensemble pour défendre le droit des enfants. Et cette solidarité permet de mettre le doigt sur les pays qui ne respectent pas. Parce que quand on prend la ratification de la Convention relative aux droits des enfants, je dirais pratiquement tous les pays ont ratifié cette convention-là. Ce qui fait que lorsqu'un pays ne met pas en application les droits fondamentaux qui sont dans la Convention relative aux droits des enfants, il peut avoir des sanctions économiques parce qu'il y a des rapports qui sont faits. Par exemple, tous les 4 ans, il y a l'examen périodique universel qui se tient à Genève, où le ministre de la Justice et les associations, les ONG se mettent en groupement pour y aller. L'Association des femmes avocates avait participé à à l'examen périodique universel de l'année dernière. Et donc, ça permet en fait que les Nations Unies pointent de doigt les pays qui ne respectent pas la Convention relative aux droits des enfants, puisqu'il y a un chapitre par pays sur cette thématique-là. Maltraitance, violence envers les enfants, c'est des thèmes très graves quand il s'agit donc de la prévention. Et aujourd'hui, quelles sont les responsabilités de notre société face à ces maux? Alors, je dirais que le combat continue, mais il s'est arrêté. Parce que je vais prendre l'exemple de l'opération Épervier. L'opération Épervier avait été menée par le procureur de la République de l'époque, Mario Metonou, où la police était allée prendre tous les enfants de Vue-Domingon qui sont à Dantokpa, les petites fillettes, avec l'aide de l'UNICEF. Et les tutrices étaient appelées devant le procureur avec une mise en garde et une obligation de mettre les enfants à l'école et aussi de lutter contre la maltraitance. Ça a eu un effet parce que l'Association des femmes avocates était en coordination dans ce projet Épervier. Nous avons fait des contrôles pour vérifier que les enfants ne sont plus maltraités, ne subissent plus d'abus et aussi que les enfants ont été mis à l'école. Donc, à mon avis, ce que je vais recommander, c'est qu'il faut vraiment que le gouvernement remette en place cette opération Épervier qui avait vraiment été un succès. Hein. Il y avait presque 40, 50, 60 enfants qui ont été ramassés avec les tuteurs et les tutrices. Et il y a même des tuteurs qui ont été mis sous mandat parce qu'on s'est rendu compte que la maltraitance était telle qu'on ne pouvait pas les laisser. Donc, le procureur a enlevé les enfants et les a placés dans des maisons d'accueil ou des foyers d'accueil. Donc, il faudrait que le gouvernement mette l'accent sur ce genre d'opération pour vérifier la maltraitance des enfants. Mais la maltraitance, ce n'est pas que dans les marchés ni dans les écoles. Il y a la maltraitance dans les familles, c'est-à-dire au sein des familles père et mère. On a déjà eu des audiences dans lesquelles on avait ramené un enfant de 5 ans qui a été frappé et le juge a mis en prison les 2 parents parce que la mère avait mis, l'enfant avait une fillette de 5 ans qui avait mangé de la viande dans une sauce
Et on a pris ses 2 mains et on a mis ça dans des colpotes. Et donc, la main est devenue comme un petit chou. Et c'était horrible à voir. Donc, le juge a placé les 2 parents. Et les parents, donc, l'enfant se retrouve orpheline, enfin pas orpheline, mais en guillemets, sans ses parents. Et une solution a été trouvée pour mettre l'enfant dans des foyers. Donc, oui, il faut que les opérations éperviers continuent. Il faut que la législation soit de plus en plus sévère. Et il faut qu'il y ait une maltraitance zéro au Bénin. Merci, maître. Ça aurait pu être votre note de fin hein, sur cette émission, mais je vous permets quand même de conclure. Ma note de fin, c'est toujours sur le projet qui me tient à cœur, c'est-à-dire le droit au logement des enfants. Donc, je ferai un appel au gouvernement en disant qu'il faut faire un droit au logement. Alors, le président de la République ayant dit que c'est en cours, je réitère ma doléance parce que ça peut être nos enfants. Nous, on a la chance d'avoir des professions qui fait que nous pouvons payer un droit au logement à nos enfants, mais tout le monde n'a pas cette chance. Et je dirais la proportion est vraiment importante au Bénin. J'ai eu la chance le 13 novembre d'aller faire un tour à Ganvié et j'ai vu l'état de dégradation dans lequel les enfants vivent à Ganvié. J'ai vu l'école de Ganvié. Et je me suis enquérie de ce projet et il m'a été dit par le chef de l'État que ce projet aussi est en cours et que Ganvié sera vraiment un bel outil bientôt. Donc pour les enfants qui habitent à Ganvié, je me fais leur porte-parole pour que le projet effectivement soit réalisé et que le chef de l'État respecte sa promesse et ce qu'il m'a dit. Merci infiniment à vous, maître Nadine Dossou-Sakponou. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau du Bénin. Avec vous, on a pu débattre de cette thématique, éduquer l'enfant citoyen de demain. Merci infiniment pour tout ce que vous faites pour l'enfance béninoise. On a pu tenir compte, donc, on a pu entendre les promesses faites par le chef de l'État, le président Patrice Talon, à l'endroit donc de ses enfants, suite aux échanges que vous avez pu avoir avec lui au cours donc de cette semaine. Merci à tous nos auditeurs de la radio Diaspora FM. Merci également aux téléspectateurs de Eden TV. On se retrouve semaine prochaine pour un autre numéro.